Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Bonsoir à tous, vous êtes avec nous sur les vraies voix du foot. Tonton Maurizio, je vous présente tout de suite mes invités. Maintenant, vous avez l'habitude, Monsieur Gilles Favard. On t'a fait la hola quand t'es arrivé. Tu peux le dire à nos auditeurs que t'as le droit à la hola? J'ai eu droit à hola. D'habitude, ils me balancent des billets, mais là, ils ont balancé une hola. On est un peu juste dans des bonbons. En ce moment, ils sont un peu juste. On est un peu juste. J'ai eu droit à des bonbons. Voilà. Parce que les bonbons, c'est tellement bon. Voilà. Éric Blondel, comment ça va, Éric? Très bien, je vais te dire pourquoi. Alors, vas-y. Voilà mon petit lapin. Platini libre, on va y revenir. Eh oui, oui, et on touche pas à Platini, ni à Boutier, ni à Bernardino, ni à Prost. Voilà mon ami, ça commence à bien faire. Et ben voilà, et c'est ça la France. Voilà, c'est la France qu'on aime. Pierre Grégoire. Bonsoir les amis, très content d'être là pour une nouvelle semaine et parler foot avec des experts. On m'a dit que vous étiez des experts, donc. On essaye. Déjà, sois content d'être là, toi. On va développer les questions du jour. C'est sur X, sur l'application Sud Radio, sur lesquelles vous pouvez participer. C'est: les footballeurs professionnels gagnent-ils trop d'argent? L'équipe de France vous a-t-elle convaincu? Voilà les deux questions sur lesquelles on a besoin d'avoir votre avis. Quel avenir pour Montpellier-Saint-Etienne? On aura sûrement des auditeurs du Sud et des Verts. Je peux te donner, moi, leur avenir. Oui, mais alors tu vas nous le donner. Ouais, l'année prochaine, vendredi soir, 20h. Voilà, Ligue 2. Les deux? Bah oui, les deux, ouais. Ah bah voilà, on a l'avis de Gilles Favard tout de suite. Michel Platini, l'avis de T'aurais dû commencer par ça déjà. Commencer par Platini. Voilà. Oui, mais on va y revenir tout de suite. Un des plus gros scandales du football mondial des 50 dernières années. Voilà. T'aurais dû commencer par ça. On va y revenir. La parole est à vous les auditeurs au 0826 300 300. On a besoin d'avoir votre avis. On est content que vous nous le donniez. On n'a pas besoin Maxime Sénat, si, on a besoin de l'avis des auditeurs. Maxime Sénat à la réalisation. Et voilà, on se retrouve tout de suite après ce petit jingle. Il y a Théo dans le studio qui nous donne de la force. Et on vous attend sur les vraies voix du foot. À tout de suite. C'est déjà la pub. Sud Radio, les vraies voix du foot. Il a dit c'est déjà la pub. Mais t'arrêtes de parler d'argent. Les gens vont penser que vous venez pour l'oseille alors que je vais te griller tout de suite. Je viens pour l'oseille. Non, mais je vais leur dire que t'es un menteur, que tu me payes grassement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et crois-moi que dans le mensonge, je suis bien plus fort que toi. Gilles Favard a un grand cœur. Il vient bénévolement. Il vient parce que c'est mon pote. Éric Blondel pareil. Pierre Grégoire pareil. Merci. Voilà. Il n'y a pas d'argent entre nous. Je viens parce qu'on me donne beaucoup d'oseille. Ouais. Ah ben ça va être le débat. Hein. Alors voilà, ça va être le débat de saison. On annule toutes les questions. Alors on commence par les footballeurs professionnels gagnent-ils trop d'argent? Gilles? Non. Tout est normal, c'est normal que ce qui gagne. C'est un métier, ça génère de l'argent, tout le monde touche de l'argent, c'est comme ça. Toucher trop d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est toujours le même problème. Est-ce que Bruel gagne trop d'argent? Est-ce que le nom est sorti, ça y est. Entre les chanteurs gagnent trop d'argent, les artistes gagnent trop d'argent, on pose jamais cette question-là. Et eux, ils vivent jusqu'à 70 ans. Ils font encore ils chantent encore à 80 ans. Alors que les footeux, ils s'arrêtent à 35 ans, c'est court, c'est une carrière courte. Voilà, ça génère beaucoup d'argent. Il y a des gens qui vont au stade, il y a des droits télé. Bon, je parle pas des droits télé en France, mais des droits télé en général. Donc c'est normal. Voilà, il y a de l'argent qui est répertorié. Il y en a des plus malins que d'autres. Dans l'équipe aujourd'hui, pour pas le citer. Mais pour pas le citer, comme d'habitude, il y a une erreur, il y a 2 erreurs sur 3, voilà, dans les salaires. Je peux vous dire puisqu'ils m'appellent. Donc je peux vous en parler si vous voulez que je vous en parle. À chaque fois qu'ils font ce débat-là, ils m'appellent. Vous leur dites un chiffre, ils mettent un autre chiffre. Donc voilà, comme ils sont omnibulés, parce que les journalistes sont omnibulés par l'argent. Par le pognon. Ah bah oui, il y a que ça qui compte. Hein. On a aussi, je te coupe, on a aussi Bastien Aubert au téléphone. Ah oui, il est là. Bonsoir, Bastien. Bonsoir, Bastien, j'ai oublié de présenter Bastien. Faut commencer par le soleil dans cette émission. Donc, Bastien, voilà, toi, tu voulais l'Infobut Football Club, tu voulais, toi, ouvrir le débat sur l'argent que gagnent les footeux. Ouais, ouvrir le débat, pourquoi pas, effectivement, mais je suis assez d'accord avec Gilles. Pour le coup, le football est un spectacle qui génère beaucoup d'argent, donc forcément, on peut parler beaucoup d'argent. Mais voilà, on a le top 30 des joueurs les mieux payés de Ligue 1, alors rien ne surprend à personne, en sachant qu'il y a beaucoup de Parisiens dans le top 10, dans le top 11 en l'occurrence, c'est les 11 Parisiens qui dominent ce classement, avec Ousmane Dembélé qui gagne 1,5 million d'euros bruts par mois. Donc c'est celui qui gagne le plus. Kylian Mbappé est parti au Real l'été dernier, donc c'est lui qui culmine tout en haut du classement, mais un classement plutôt cohérent, me semble-t-il. Alors oui, il y a sans doute des écarts. Je suis assez d'accord avec Gilles là aussi, décidément.
Je sais qu'il y a quand même quelques écarts avec ce qui est publié et ce qui est réel, mais globalement, je pense que c'est plutôt cohérent. D'accord. Tu rejoins ce que disait Gilles, que les salaires sont... Ce qui est révélé, c'est peut-être pas forcément la vérité? Ouais, il y a un petit écart. Ça dépend des joueurs, ça dépend des clubs aussi, mais pour apporter un petit peu d'infos, je sais que c'est un moment très attendu dans un vestiaire de chaque club. Les joueurs en parlent assez facilement entre eux. Et c'était un moment un petit peu plus tendu chez les dirigeants parce que c'était toujours un moment où justement ça se met un peu de pression sur eux pour les négociations. Pourquoi lui gagne plus que moi? C'est des discussions que je sais qu'ils peuvent avoir dans un vestiaire. Donc c'est toujours un moment un petit peu tendu chez les dirigeants en tout cas. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut je pose la question aussi à Gilles et Eric, qui ont évidemment connu bien plus de vestiaires pro que moi. Est-ce que ça peut mettre des tensions dans un vestiaire, ça? Quand l'info sort, on sait que c'est chaque année. Là, on est sur les salaires. On est sur les salaires. Il y a des trucs. C'est pour ça que c'est parler d'une chose qui est assez compliquée. J'ai suffisamment fait de contrats dans ma vie. Il y a un salaire d'équilibre dans certaines équipes, il y a un salaire d'équilibre de salaire, de salaire. C'est-à-dire qu'on vous dit, je parle pas du Paris Saint-Germain que je mets à part. Il y a des clubs où on vous dit, bon, les salaires sont à 100 000. Je vais prendre une base classique est à 100 000 euros. Mais il y a des joueurs qui par an touchent 2,5 millions de primes. Ouais. Mais à la sortie, c'est du salaire. Donc si vous mettez 2,4 millions de primes plus 100 000, ça fait 300 000 par mois. C'est pas tout à fait la même chose, mais on vous le dit pas. On vous dit quel est votre salaire mensuel, et ben il vous dit c'est 100 000. Non, mais en plus voilà. De ça. Donc tout ça, c'est pour ça que ça rime à rien. Ça rime à rien. Voilà. Et je peux vous dire, je regardais les salaires du Paris Saint-Germain. Je peux vous dire qu'il y en a certains. Et Dembélé en tête, vous pouvez multiplier par 2 ce qu'il gagne. Voilà. Parce qu'avec entre les primes qu'il a, le prime à la signature, les primes de constance, les primes de résultats, les primes de tout ce que vous voulez. Primes de Groll. Voilà. Eric voulait rajouter. Non mais ça n'a rien à voir. C'est les primes personnelles. Non mais je blague. Non, mais le football professionnel, ça s'arrête pas au Paris Saint-Germain, à Marseille. Voilà. Il y a du football professionnel en national, il y a du football professionnel en Ligue 2, on n'en parle pas. Et il y a des joueurs qui touchent 4 000 à 5 000 euros par mois. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus que des joueurs qui touchent 500, 600 ou 700 000. Et ceux-là, ils existent aussi. Donc ça veut rien dire en vrai. Ouais. Il y a le grand écart entre un joueur qui touche 2500 à 3000 euros, ça il faut le dire, et ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est ça la vérité. Là, Bastien, lui, c'est surtout, on en parlait en off. Ah oui, mais Marseille et Paris Saint-Germain, c'est toujours l'exemple. Voilà. C'est pas l'exemple du football professionnel. C'est pas le football. Quand vous faites la moyenne, il a raison, quand vous faites la moyenne des clubs français, on disait communément, on disait que le salaire moyen des joueurs professionnels en France en première division était à 40 000 euros. Voilà. Les joueurs moyens, que vous preniez du Paris Saint-Germain à Angers, par exemple. Voilà. Ouais. C'est les plus petits salaires, c'est 40 000 euros. Maintenant, il faut. En plus, je parle pas de la Ligue 2, où la Ligue 2, quand vous gagnez 15 000 euros en Ligue 2, c'est énorme. Donc vous avez des gens qui font toute leur carrière en Ligue 2 pendant 10 ans, ils gagnent 15 000 euros. Il faut qu'ils payent des impôts, ils ont des petites primes, parce que les primes, ça n'a rien à voir avec les trucs. Et quand ils finissent à 35-36 ans, ils font quoi? Ils deviennent boulanger, charcutier, la reconversion, la reconversion pas facile. C'est pour ça qu'on fait jamais, c'est leur faire pour moi, c'est un peu leur faire un procès, ça m'agace toujours un peu. Quand c'est Jean-Jacques Goldman, ça fait 40 ans qu'il gagne des millions par an. 40 ans. Et il les mérite, hein. Moi je suis pas contre du tout, mais voilà, c'est un acteur, c'est un artiste, donc on n'en parle pas. Mais voilà, c'est aussi, mais il remplit les salles, ses chansons sont partout, voilà, il a du talent, et le talent est toujours reconnu, c'est tout, le talent doit être rémunéré, point final. Voilà. Et pour aller plus loin sur la question, je suis d'accord que pour moi, là, un footballeur, alors je mets de côté mon aspect passionné du foot, je pense pas qu'un footballeur gagne trop d'argent, parce que mine de rien, c'est pas un métier facile. Il y en a alors je veux pas les faire passer en victime, mais il y en a qui peuvent souffrir de solitude, par exemple, d'isolement parfois. C'est déjà arrivé de témoignages de joueurs. Mais c'est compliqué. Je vais citer un exemple concret que j'ai connu. Ribéry, je l'ai connu, il était... Je vais remettre en euros. Il a joué à Alès ou pas alors? Oui. À Boulogne. Il a débuté, il touchait 1 500 euros par mois. Je le remets en euros, c'était en francs à l'époque, il touchait 1 500 euros par mois. Et 5 ans après, le mec, il a touché 200, 300, 400, 500 000 par mois. Mais il le mérite. Quand on voit ce qu'il a mal, il le mérite. C'est exactement, ça procure des émotions. Mais quand il touchait 1 500 euros, personne n'est venu pleurer. Hein. Personne n'est venu dire il faut peut-être lui faire une avance parce que le pauvre mec, il peut pas finir à la fin des mois. Voilà. Je pense qu'il y a pas trop. Il y a juste parfois des
anomalies. On aborde ce débat parce qu'aujourd'hui, évidemment, les chiffres sont sortis. Il y a une info aberrante. L'anomalie, elle existe. Mais quand tu vois moi ce que je gagne ici dans l'émission par rapport à vous, c'est pas une anomalie, c'est normal. Oui, ça, parlons-en. Voilà. Non, mais c'est juste pour je sais pas si les gens ont vu l'info, mais c'est le club d'Angers. Alors on peut leur taper dessus sur plein de choses, sur le sportif ou quoi. Le club d'Angers paye le plus gros salaire de l'équipe d'Angers, c'est Adrien Hunou, c'est l'ancien attaquant de Rennes et du Minnesota qui est venu du Minnesota pour signer à Angers et qui joue depuis 1 an et demi en National 2. En fait, il n'a pas joué un match pro depuis 1 an et demi. C'est le plus gros salaire de l'effectif. Alors que à Angers, il y a quand même des joueurs de bon niveau. Je pense à Abdelli qui fait une bonne saison cette année. Bon, ils se battent pour leur maintien. Et ça fait partie d'une anomalie. Je pense qu'ils vont. Oui, mais bon, mais quand tu sais, quand t'es dans, quand t'es dans un club et que tu prends des décisions, il y a des décisions qui sont bonnes, il y a des décisions qui sont mauvaises. C'est ça. Moi, je peux t'en raconter une. J'ai pris une décision une fois. Bon, même si j'étais pas tout seul, mais je vais l'assumer. J'ai pris une décision de prendre Darcheville une année à Nantes. C'est une des plus belles conneries que j'ai faites de ma vie. Il touchait 100 000 euros par mois, le mec. Il n'en valait pas 2. Voilà, c'est tout. Mais j'ai fait une connerie. Il est arrivé avec 15 kilos de trop, il est reparti avec 16. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que je te dis ? La connerie a été faite. L'année d'avant, on m'avait expliqué ce qui était vrai, et notamment Antoine Camboiré, à qui j'avais appelé, il m'a dit, moi, il m'a sauvé ma saison, je suis pas descendu avec Valenciennes grâce à lui, donc je l'ai pris. Mais j'ai fait une connerie. Une année pro, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, voilà, c'est tout, je l'ai faite. Bastien, avant de te libérer, tu voulais nous rajouter un petit mot ? Non, mais c'est vrai, il y a quelques anomalies, il faut le reconnaître. J'en ai effectivement, Hunou à Angers, ce n'est qu'une belle, mais il y a aussi Alba Lançon en Nantes qui a été déclassé, qui joue en réserve et qui est le plus gros Nantes du FC Nantes avec 50 000 euros. Et après, comme le dis, c'est pas sportif, et après, malheureusement, on peut pas aller contre, malheureusement. Bastien, s'il te plaît, est-ce que tu vas mettre ton maillot du Paris Saint-Germain contre Aston Villa, tu vas supporter le PSG? On va t'appeler en visio, attention Bastien. Si tu veux rester dans la famille Sud Radio, on va t'appeler en visio, il faudra que tu aies un maillot du PSG, sinon tu auras affaire à Eric Blondel. Je t'expliquerai en off son palmarès, tu verras, normalement tu devrais bien t'en sortir. Il y a la chambre 208 qui est libre à l'hôpital. Bastien, on t'embrasse bien fort, on te remercie de nous avoir donné cette info. Merci encore Bastien. Voilà, on va enchaîner rapidement avec... Tu reviens quand tu veux. T'as vu, aujourd'hui ça s'est bien passé avec Gilles. Allez, on l'a perdu, Bastien. Il est là, voilà. T'as vu, aujourd'hui il est cool, il est calme pour l'instant. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Rien, on lui a donné des dates avec des bonbons. Regardez comment il est sage. Il était temps, ils m'ont surtout donné mon chèque. Je peux te dire qu'il était temps. Crois-moi, parce que ça faisait quelques temps que je l'attendais. Et crois-moi crois-moi que le salaire de Dembélé à côté, c'est de la roupie de Sansonnet, je te le dis. Allez, merci Bastien, à toi. Est-ce qu'on marque tout de suite une courte page? Ah bah oui, il faut payer. Comme il faut payer, il faut envoyer la pub. 30 secondes, on revient tout de suite. Restez avec nous dans les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, Gilles Favard, Eric Blondel qui arrête pas de me montrer sa petite plaquette. On est à l'école des fans ou quoi? C'est pas grave. Où il a écrit Platini en gros. On touche pas à Platini. Voilà, mais on va y revenir tout de suite. Et Maxime Sénat, la réalisation, et tous mes abonnés TikTok, Tonton Maurizio, qui nous suivent, puisque pour la première fois, ils sont en direct live avec nous. C'est interactif. S'ils me disent des commentaires sur vous, je vais vous les livrer. C'est pas grave. Alors, avant de parler de l'équipe de France, Platini relaxé. Il y a 2 heureux sur ce plateau. Gilles, heureux aussi? Vraiment, je suis heureux. Je suis pas. Non, c'est pas une question d'être heureux. D'abord, je suis soulagé pour lui. Je suis ravi pour lui parce que c'était une injustice incommensurable. C'était un complot. Vous savez, je crois qu'en France, on n'a pas compris une chose. Pour une fois qu'on avait un Français qui était à la tête d'une institution qui était l'UEFA et qui aurait pu être à la tête de la FIFA, on comprend pas les choses en France. On sait pas l'importance que ça a. C'est de la politique, c'est très important. C'est-à-dire que il n'y a pas un Français qui est représenté à l'UEFA, à la FIFA. Alors quand on n'est pas représenté, on pleure. Et quand on y est, on critique. Donc on comprend rien. Voilà, je vais vous dire un truc, on comprend rien. Voilà. C'est un peu la relation qu'on avait fait, justement, c'est parce que il postulait, il était bien parti pour être président que d'un seul coup, on peut penser que c'est politique quand même. Mais naturellement que c'est politique, voilà. C'est le système suisse. Vous savez comment on l'appelle? Parlons vrai, on peut envoyer. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Vous savez comment on l'appelle, Infantino? Il parle toujours vrai. Infantino en Suisse, vous savez comment il l'appelle? Comment? Judas. Ah, c'est fort quand même. Ah ouais, là c'est fort. Judas, il l'appelle. Là, Non, mais là, je plaisante pas. C'est pas une très bonne blague, mais... Non, mais quand je parle de Platini, je suis très sérieux. Ce qu'ils lui ont fait, c'est ignoble.
Ouais. Moi, je peux vous dire, je serais président de la Fédération française de football. Quand je rencontre Infantino, je sais pas si je lui dis bonjour. Et je peux vous dire qu'il comprendrait ce que je pense de lui. Je peux vous dire. J'en aurais rien à foutre. Il comprendrait vraiment. Il y aurait un transfert de soucis. Je vous le dis tout de suite. C'est une affaire. Platini, tu voulais à tout prix. Oui, parce que Platini, c'est le patrimoine du foot français, les gars. Platini, c'est l'idée à la musique. Non, mais Platini, on fait une émission sur le foot. On fait une émission sur le foot. Platini, c'est quelque chose pour moi qui est né en 64. Où j'ai découvert le football grâce à lui, j'ai découvert le football, ce carré magique. Platini, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Et puis d'ailleurs, ils l'ont pas beaucoup aidé en France. Même la presse. J'ai l'impression que la presse, ils l'ont pas beaucoup aidé. J'allais vous demander. Non, mais la presse, de toute façon, il n'a pas été. Mais il n'a pas été soutenu du tout. C'est honteux. Parce que de toute façon, la France est toujours plein de problèmes. Ils ont morceau avalé aussi vite digéré. C'est tout de suite, il y a tout de suite compromission, il y a tout de suite, dès qu'on a un truc, dès qu'il y a un mec, il y a quelque chose qui est caché derrière une porte, il y a machin. Il n'y a rien de caché du tout. En plus, moi j'ai la chance de le connaître. Je peux même vous dire, j'ai même été associé dans une société avec lui dans les années 80 qui s'appelait Hockey Sport. Je peux vous dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Platini. Son plus gros défaut, je vais vous dire ce qu'il est. Il est naïf. Ouais. C'est tout. Voilà. Il est victime de lui-même. Il pense que les gens ne peuvent pas être comme ils ont été. Voilà. C'est le plus gros défaut que vous pouvez trouver, mais c'est pas un défaut. Il est comme ça. Il est comme ça, il est brut de décoffrage, il est comme ça. Voilà. Il s'imaginait pas qu'on puisse lui faire un truc pareil. Eh ben si, mon pote. Voilà, ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que ce sont des sales personnes. Il faut pas. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. Ce sont pas des bonnes personnes. C'est tout. Ces gens-là sont pas des bonnes personnes. Vous voulez amener le football français dans le monde. Ah oui, non, mais c'est 3 ballons d'or. Pour les jeunes, Pierre est un peu plus jeune que nous. Forcément, ça résonne comme une légende. Non, mais nous, notre génération, Gilles et moi, je suis un peu plus jeune, mais franchement, Platini, c'est quelqu'un qui m'a fait aimer le foot. C'est notre enfance. Je vous dis sincèrement. Mais oui. Voilà, et j'ai trouvé ça franchement dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce qui s'est passé. Et en plus de ça, nous, Français, donneurs de leçons dans le monde, nous, Français, on n'a pas été capables de le défendre. Ouais. Les gens qui sont haut placés n'ont pas été capables de le défendre. Je trouve ça scandaleux. Il a raison, je trouve ça honteux. Ouais, voilà. Donc on est très content pour Michel Platini. Ouais. Tu dis que tu connais Michel Platini, tu sais que ça serait un des plus beaux jours de ma vie si on avait au téléphone ou sur place Michel Platini. Oublie ce genre de truc, je sais que t'es dans tes rêves. Platoche, demande un témoignage de Platoche. C'est un type qui va pas dans les médias déjà. Mais le problème n'est pas là. C'est un type, comme il l'a dit, intègre. Il y a qu'un truc qui l'intéresse. Il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est le carré vert, c'est-à-dire c'est le foot. Ben voilà. oui. Il était contre la VAR, tout le monde était contre lui parce qu'il était contre la VAR, contre le truc. Et puis maintenant, tout le monde est en train de chialer après la VAR, parce que si vous voulez qu'on reprenne les 5 dernières années, moi j'étais un mec anti-VAR, donc je sais ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? On est anti-VAR. Voilà, on est toujours anti-VAR. Là maintenant, les mecs disent tout compte fait, c'est pas si bien que ça. Mais il l'avait dit, tout ça, il l'avait dit bien avant. Tout le monde, il avait dit de dénaturer pas le jeu, les joueurs jouent trop, les machins. Et là maintenant, on leur a ajouté des matchs et des matchs et des matchs et des matchs. C'est un truc, mais c'est un joueur de foot. Ouais. Platoche, c'est un joueur de foot. Il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est le ballon, c'est tout. Le reste, c'est de la politique. Vous savez. Les gens ne se rendent pas compte, mais le président de la FIFA, c'est un chef d'État. Dans le monde, c'est un chef d'État. Voilà. Quand vous êtes président de la FIFA, vous décidez de ce qu'est le football mondial. Mais les mecs, le football mondial, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le sport au monde. Ouais. Voilà, vous êtes reçus partout par tous les chefs d'État, des machins. Il me semble que c'est la fédération qui comporte le plus de pays. Il me semble toutes les fédérations confondues. C'est comme ça. C'est vrai que juste pour rappeler que ça faisait presque 10 ans que cette affaire traînait un peu en longueur. À l'origine, c'était les enquêtes du procureur général Thomas Hillbrandt, pour ne plus le citer. Effectivement, je rejoins pas, malheureusement, je les rejoins sur ce qui s'est dit. La presse a un peu suivi le sens du vent, et même l'opinion générale. Beaucoup de gens disaient Platini, Seb Blatter, qui était évidemment mouillé par ça aussi. Les gens disaient c'est corrompu, c'est corrompu. Mais de toute façon, eux, il y a toujours des combines. Il y a toujours des vices là où il n'y en a pas. Il suffisait juste je rappelle les faits pour les auditeurs. Voilà, ça a traîné en longueur, et là, l'acquittement définitif. En tout cas, on espère que ce sera définitif. C'est facile de faire le buzz sur le mal que sur le bien. Exactement. J'adore ça. Exactement, bien dit. Eric
Blondel, 26 mars 2025. Voilà, il l'a dit. Voilà. Et du coup, Allez, on espère qu'il pourra se concentrer sur le foot. Allez, on enchaîne sur l'équipe de France, puisqu'on parlait de Platini. La question du jour pour nos auditeurs, c'était l'équipe de France vous a-t-elle convaincu? Vous dites oui à 10%, non à 90%. Ah oui, non, c'est violent. On commence par toi, Pierre. L'équipe de France, ça t'a convaincu ou pas? Alors, convaincu, oui et non. Bon, c'est une réponse un peu facile, mais forcément, il y a deux visages. Un qu'on n'a pas du tout aimé, du moins que j'ai pas eu de tout aimé, c'est celui à Split. Mais d'un côté, est-ce qu'on pouvait être surpris? Quand on aligne un match, alors c'est pas une Coupe du Monde non plus, mais quand on aligne un 11 avec un milieu de terrain Rabiot, Guendouzi, Chouameni, sans réelle certitude, en se disant qu'on va bétonner et éventuellement s'en remettre à un exploit individuel, Sauf qu'il n'y a plus Griezmann, il n'y a plus Giroud, il n'y a plus N'Golo Kanté, c'est plus les mêmes joueurs. Et on a vu au match retour avec une composition résolument offensive et le fameux Michael Olise qui semble-t-il a explosé aux yeux des téléspectateurs, alors qu'on sait qu'il a du feu dans les jambes et qu'il fait une bonne saison au Bayern Munich pour sa première dans un top club. On a vu vraiment une équipe de France à deux visages. J'espère que Didier Deschamps partira sur cette idée-là face à l'Espagne lors de demi-finale de la Ligue des Nations, surtout que la demi-finale se fera en un match sec. C'est pas aller-retour, c'est important de le souligner. Je dis j'espère. Malheureusement, je pense qu'il restera frileux et fidèle à ses idées, à la patte Deschamps qui est imprimée comme telle. C'est 3 milieux, on renforce, on met du muscle plutôt que de la technique, selon moi. J'en ai bien peur. Pas Deschamps, tu vas nous remonter. Tu vas nous remonter. Moi, j'ai envie de voir j'aime l'équipe de France. J'ai envie de la voir mettre le feu à l'Espagne contre Stuttgart en juin, mais je suis pas convaincu. Je ne mettrai pas ma main coupée qui réaligne. Tu fais partie des 90% de gens qui ne sont pas convaincus. Réaligner Barcola, Olise, Dembélé, Mbappé contre l'Espagne, je ne mettrai pas ma main à couper, qu'il le refasse. J'aimerais beaucoup, mais je garantis pas. Je crois qu'on a un auditeur, on a Léo. Léo, tu es avec nous? Oui, tonton Mauricio. Bonjour Léo, tu es d'où Léo? Écoute, je suis de Noisy-le-Grand, dans le 93. Et ton accent nous vient d'où? Comment? Ton accent nous vient d'où? Alors, je ne sais pas si j'ai un accent, mais toujours est-il que je suis d'origine camerounaise et antillaise. Ah, tu vois. Au Cabal les Créoles, là, j'ai reconnu. Pas de problème. Ça t'a mâché, Tima? Ça y est, on a changé d'émission. On est une nation de soleil, maintenant on part d'une autre émission. Alors, Léo, dis-nous, tu es un grand supporter de l'équipe de France. Oui, je suis un grand fan de l'équipe de France et du PSG, je place ça comme ça. Ouais. Mais bon, vu qu'il est question de parler de l'équipe de France, tu parlais d'Otto Mauricio, tu posais la question de savoir si le jeu avait été enthousiasmant. Ouais. Bon, on est un peu sévère avec l'équipe de France. On a quand même trouvé un jeu un peu plus offensif, un peu plus emballant quand même, parce que les Croates n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Vu le match aller où ils nous ont quand même jonglé parce qu'on disait oui ils sont vieillissants mais quand même si on les laisse jouer évidemment qu'ils sont capables de tenir le ballon, ils ont quand même des techniciens. Ouais. Mais sur le match retour je trouve quand même qu'on a été capable de trouver du lien entre la défense et l'attaque grâce au changement des profils de joueurs. Michael Olise qui a essayé d'apporter sa patte, qui a essayé d'être un meneur de jeu excentré côté droit. Ouais. Qui permutait avec Dembélé et qui pouvait aussi prendre cette position-là. Voilà, ce quatuor offensif avec Barcola, Dembélé et Mbappé, Olise, m'a vraiment enchanté. Et c'est exactement ce qu'il faut à cette équipe. Donc t'as retrouvé de l'enthousiasme et t'es confiant pour la suite. Oui, j'ai trouvé de l'enthousiasme dans cette équipe et il faut vraiment que Deschamps puisse capitaliser là-dessus. Et arrête de bétonner comme ça, parce qu'on est capable de jouer avec des profils de joueurs qu'on a. On ne peut pas jouer avec un milieu de terrain ultra défensif comme ça, parce que pourquoi Deschamps fait ça? Parce qu'évidemment, il a toujours cette crainte du déséquilibre, ce que je comprends. Ouais, là, tu vas un peu trop loin, mon ami. Alors, Léo, un peu trop loin. Et Eric a une réponse à te donner tout de suite. Non, parce qu'il y a 2 matchs à faire. Le but, c'est quoi? C'est de se qualifier. Ils se sont qualifiés. Point final. Après, c'est vrai, il y a le résultat, il y a le contenu. Le contenu, il est comme il est. Le premier match, c'est vrai que, Berezic et puis Modric, 39 et 36 ans, ça fait 75 ans à eux deux, c'est un peu dommage qu'ils aient fait ce qu'ils... Après, il a fait des choix, et sur le deuxième match, il réussit à les qualifier. Il a retrouvé son animal de compagnie pendant les pénaltys, d'accord, mais il les a qualifiés. Et à partir de ce moment-là, le job, il est fait, les gars.
Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je suis d'accord avec toi. Je dis que le résultat compte beaucoup, mais aussi le jeu aussi peut être intéressant avec les profils de joueurs que tu as. Tu peux très bien aussi savoir bien défendre et jouer aussi contre l'Espagne. Si on les laisse jouer, évidemment qu'ils vont nous tuer. Et quand à l'Euro, tu sais pas encore. On a défendu, ils nous ont tués, Eric. Oui, mais dans ce qui va arriver, parce que je crois qu'on est qualifié, non? Oui, on est qualifié. Bon, tu sais pas ce qui peut se passer. Voilà, sur un match de foot, tout est possible. Voilà. On va remarquer encore une page de pub pour pouvoir payer Gilles Favard. Léo, on te remercie. Ou tu veux rester avec nous parce que je crois tu vas poser une question à un de nous. Oui, alors reste avec nous. On marque une courte pause et puis on revient tout de suite. Reste avec nous. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous dans les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Gilles Favard, Eric Blondel, Pierre Grégoire, Maxime à la réalisation. Et on a Léo, un auditeur qui a une question à poser. Léo. Oui, tonton Mauricio, je souhaiterais poser une question à Gilles, qui est quand même la Bible du foot. Hein. Si je peux le faire. T'essayes de te le mettre dans la poche là avant de... Oui, vas-y, pose ta question. Non, Gilles, je le suis depuis l'équipe 21, donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc voilà. Je souhaitais te poser une question sur le président du PSG. Alors, vous savez, le président du PSG est devenu le président avec la plus grande ancienneté. Alors, justement, quelle place, selon toi, Gilles, quelle trace il va laisser dans le club? Est-ce que pour toi, c'est forcément le plus grand des présidents ou pas du tout? Le plus grand, non. La place que laissent les présidents dans les clubs, c'est leur palmarès. Et la place que laissera Nasser, c'est s'il gagne la Ligue des Champions, il montera d'une marche, 2 marches, 3 marches. S'il gagne pas de Ligue des Champions, ça sera un président qui sera resté longtemps à la tête d'un club sans un titre majeur pour son club. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tapi est devenu un très grand président parce qu'il a gagné la Champions League. Voilà, à un moment, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Le football, c'est simple. Il y a le café du commerce où tu discutes le matin, où tu racontes des conneries à longueur de temps. Et il y a le palmarès. Voilà. Et le palmarès. En termes d'incarnation, justement, Gilles. Comment ? Est-ce que tu trouves qu'il a incarné vraiment il incarne, tu sais, c'est très particulier. Mais non, mais tu cherches des trucs là où il faut pas en chercher. Ouais, c'est un long débat. Le Paris Saint-Germain est aux mains d'un pays qui est le pays du Qatar, c'est-à-dire qui était un prince du Qatar qui a délégué une personne à lui personnelle pour gérer ce club en qui il a tout à fait confiance, et il n'a pas 100%, il n'a pas 300%, sur ce qu'on voit depuis 12 ans ou 13 ans, il a toute confiance en lui. Donc c'est un faux problème. Le mec, qu'est-ce qu'ils ont fait ? T'as eu la chance de voir jouer Messi, t'as eu la chance de voir jouer Neymar, t'as eu la chance de voir Ibrahimovic, t'as eu la chance de voir jouer des joueurs de Mbappé, de voir jouer des joueurs qu'on verra peut-être plus. Et t'as la chance cette année d'avoir une équipe de football qui peut-être va gagner. Voilà. Et ça s'appelle le football. Le reste, ça s'appelle de la littérature. Voilà. Ok, mais après, à voir, c'est vrai ce qu'il dit. Forcément, on juge si on peut juger. Un président a son palmarès. Donc, pour reprendre cette info, Nasser El Khelaifi a dépassé le regretté Francis Borrelli, qui était bien sûr adoré du PSG, qui l'est encore. Il a d'ailleurs une tribune à son nom. Et à voir, voilà, si dans le temps, Nasser El Khelaifi va laisser son empreinte de manière positive. Parce que c'est vrai que les supporters parisiens ces dernières années ont tendance à un peu retourner leur veste. Ouais. Quand il y avait la pléiade de stars, c'est bon, je les regarde plus, je vais plus au parc. Et maintenant que ça gagne, c'est à fond contre Liverpool, etc. Retourner, c'est la base quand même. Non, j'ai eu ce petit sentiment-là chez certains. Oui, mais on est toujours amer, on est en colère, et puis après. Moi, je vais te poser une question, Léo. Est-ce que tu prends du plaisir quand tu vois jouer le Paris Saint-Germain cette année ? Ah oui, assurément. Ben voilà, t'as répondu. T'as répondu. C'est bien. C'est bien, t'as répondu. Voilà, c'est tout. T'as répondu. En fait, Gilles, qui me plaît dans ce qu'il a fait cette année, et puis il a amorcé un petit peu l'année dernière, c'est de changer de projet. Mais arrête, les projets, tous les entraîneurs, mets-toi une chose dans la tête, tous les entraîneurs, ils veulent gagner. Ils veulent gagner. Ne crois pas qu'ils veulent pas gagner. Que ça soit Deschamps, que ça soit Luis Enrique, que ça soit les entraîneurs Galtier avant, que ça soit celui qui avait avant, ils veulent gagner. Après, t'as des effectifs, t'as des choix politiques dans les clubs que tu maîtrises pas toujours quand t'es à la tête d'un club, surtout quand t'es entraîneur. Là, ils lui ont laissé les clés du camion. Il fait à peu près ce qu'il veut. Je pense qu'il fait même ce qu'il veut sportivement. Il arrive à ce qu'il veut.
il arrive à ce qu'il veut. On prend tous du plaisir, on trouve que cette équipe progresse. Moi, je trouve qu'elle progresse. Moi, tu sais, je suis pas un supporter. Tu me connais, je suis pas un supporter. S'ils étaient mauvais, je te dirais ils sont mauvais. Et ils progressent de match en match. On se régale. Quand on voit un match, on se régale. On est content. On voit beaucoup d'activités. Je t'ai entendu parler du Paris Saint-Germain. Je vais te poser une question, puisque tu veux parler un peu foot. Je vais te poser une question, moi, qui va t'embarrasser. Quand tu vois un peu le Paris Saint-Germain qui joue avec Barcola, Dembélé et Doué devant, qui sont tous les trois internationaux. Tu vois, si moi je m'appelle Deschamps, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai malheureusement pas son palmarès, qui est un palmarès extraordinaire et qui est certainement le plus grand XXL qui est dans le championnat mondial, est-ce que tu fais jouer ces trois-là ou est-ce que tu mets Mbappé ? Moi, je fais jouer ces trois-là. Ah ben voilà. Donc t'es quelqu'un qui aime le foot. Voilà. Parce qu'ils ont de la complémentarité, ils vont défendre, ils vont courir. Ben, tu viens de répondre. Voilà. Le football, c'est une complémentarité. Voilà. C'est qui peut jouer avec qui. Voilà. Léo, on va te remercier. Merci. C'est pas Léo Messi, c'est Léo Merci. Oui, elle est bonne. C'est les blagues de Gilles, il faut les relever. Léo, on te remercie. On te dit à très bientôt. Tu peux revenir la semaine prochaine. De te recevoir sur notre plateau. T'as droit à revenir la semaine prochaine. Merci à toi. On va enchaîner tout de suite avec la minute de Pierrot. Je vais essayer de tout faire rentrer dans une minute. Il y a eu beaucoup de choses. On commence le tour d'Europe et même du monde. Vous comprendrez pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. À commencer avec l'Espagne, qui sera donc le prochain adversaire de la France en demi-finale de Ligue des Nations. L'Espagne qui est difficilement venue à bout des Pays-Bas. Mais pour moi, ça a été la meilleure double confrontation de la Ligue des Nations. Ça a été vraiment une ode au jeu offensif. 2-2 au match aller, 3-3 au retour. C'est pour dire la qualité du jeu offensif des deux clubs. Il y avait du beau monde sur le terrain. Ça se jouait à Mestalla, à Valence. Et l'Espagne qui s'en est tirée comme la France au tir au but. Alors Lamine Yamal a raté le sien, mais bon, ça arrive même au meilleur. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil, mais vraiment. Oui, ça arrive surtout au meilleur. Et l'Espagne qui est quand même très costaud, mais c'est surtout de la force des Pays-Bas de Ronald Koeman que j'ai voulu relever parce qu'ils ont été menés 3 fois au score. Les Néerlandais, ils ont jamais baissé la tête, notamment un très bon Xavi Simons, c'est un très bon Memphis Depay. On avait un peu perdu de vue depuis qu'il est parti au Brésil. Grosse équipe des Pays-Bas, mais bon, pas récompensée. Ils ont quand même tout donné face à une très belle équipe espagnole. L'Espagne a galéré, tout comme leurs voisins portugais. Victoire 5-2 face au Danemark, mais le score est un peu trompeur. Ils avaient perdu 1-0 au match aller. Ils étaient éliminés à la 86e minute. Ils s'en sont remis à un but de Trincao, l'ancien Barcelonais, qui a mis un doublé ensuite en prolongation et un but de Gonzalo Ramos notamment. Mais ce que je voulais souligner, c'est évidemment Monsieur Record, Cristiano Ronaldo, qui a encore marqué, qui a un but salvateur après avoir lui aussi raté un penalty assez grotesque sur Schmeichel en première mi-temps, mais il s'est vite rattrapé et surtout il enchaîne. Si je Quel âge il a 40 piges, Ronaldo? 39. Et à 39 ans, tu fais le lien. L'homme aux 5 ballons d'or qui vient de rentrer encore une fois dans le Guinness Book des records, 133e victoire en sélection. C'est le seul à faire ça et du coup ce qui lui vaut ce nouveau record, une machine, et on le reverra. Je n'ai pas l'impression qu'il ait envie d'arrêter tout de suite. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui s'est passé à Allemagne? Ah là, j'allais y venir, Maurizio, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien te le demander. Alors on avait une mi-temps chacun, mais la deuxième mi-temps ils étaient 12 sur le terrain avec monsieur l'arbitre. Parce que l'Allemagne menait 3-0. Je sais que Gilles, quand on soulève des problèmes d'arbitrage, mais c'est monstrueux. On est mené 3-0, on met pas un pied devant l'autre dans la première mi-temps, Allemagne-Italie. Deuxième mi-temps, on revient à 3-3, il y a un penalty, il donne penalty, il va voir la VAR, il revient, il annule le penalty. On fait quand même 3-3, on était à 3-2, on finit par faire 3-3. On a mis 3 buts aux Allemands en une mi-temps. Après, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça. J'ai entendu la minute de Pierre qui était très intéressante. Les questions, je vais te reposer une question. Les Allemands ont pris 3 buts, les Italiens ont pris 3 buts, les Espagnols ont pris 3 buts, les Hollandais ont pris 3 buts, ils ont tous pris des buts, les Portugais ont pris des buts, tout le monde a pris des buts. C'était un peu un football. Et alors ta question? Non, je la vois arriver, moi, la question. La question, elle est très simple. Moi, je peux te dire qu'il n'y a aucun de ces entraîneurs-là qui est rentré, qui était content dans les vestiaires. Hein. Quand tu prends 3 buts, ils ne sont pas contents. Je te le dis très franchement. C'est bien beau de nous dire, c'est un très bon match. Il y a 3-3, il y a 4-4, il y a machin. Mais je peux vous dire, c'est pas les matchs les plus accomplis pour les entraîneurs. Parce qu'ils n'aiment pas prendre des valises. C'est sûr que tu as cité les pays, mais les Allemands, c'est quand même rare. Les Allemands qui mènent 3-0, qui reviennent 3-3, surtout que les Italiens, en ce moment, c'est quand même pas le firmament. Surtout qu'ils avaient gagné à l'aller. Si les Allemands 2-1, ils avaient gagné à l'aller. J'ai regardé le match comme toi, espagnol, Pays-Bas. J'ai trouvé les défenses très faibles. Je suis désolé, mais j'ai trouvé les défenses très faibles. Les Portugais, pas brillants non plus contre des Danois. Ils ont gagné sur la fin de parcours parce que 5-2, ça reflète pas le match. Ils peuvent passer à la moulinette. Il a raison. À la 86e, ils sont à la moulinette. Donc c'est pas si simple que ça. Les matchs sont durs. C'est pour ça que quand on critique l'équipe de France a été perdre 2-0.
ils ont perdu 2-0 en Croatie, et ils ont perdu 2-0 avec quoi? Avec un match calamiteux de Konaté, un match calamiteux de Koundé, c'est-à-dire que déjà sur ces 4 défenseurs, il y en a 2 qui passent au travers. Je parle pas de Gendouzi, qui pour moi n'a pas le niveau, mais qui doit pas jouer. Personne ne comprend pourquoi il est en équipe de France. Je sais, bon, passons, là je suis d'accord. Après, quand tu prends déjà, t'es mené 2-0, si ma mémoire est bonne, ils sont menés 2-0 très vite à Split, ils sont pas capables de mettre un but. Ils ont un peu buté sur le gardien, ils n'ont pas été capables de mettre un but. Au match retour, j'étais à peu près sûr qu'ils allaient retourner le truc, et je pensais qu'ils allaient le retourner bien plus mieux que ça, parce que tu trembles, hein, quand tu arrives à la série de pénalty, tu trembles, hein, tu es obligé de trembler. Hein, donc c'est aussi simple que ça. Mais j'ai trouvé tous ces matchs avec des défenseurs pas très à la hauteur. Voilà. Ça fait le lien vers ce que j'allais dire. Je continue. La palme du but de gag du week-end, c'est évidemment pour l'Italie. Désolé, Mauricio, j'enfonce le coup. C'est le deuxième but allemand. Qui prend toujours les patins de Donnarumma. Exactement, Donnarumma, qui je recommande à ceux qui n'ont pas vu cette action grotesque de la regarder sur Internet. De toute façon, elle a tourné partout. Donnarumma sort un arrêt. Il l'aime pas, lui, de toute façon. Non, mais c'est malheureusement à ce niveau-là, je trouve ça grave à ce niveau-là. Il sort un arrêt fabuleux pour la mettre en corner, et quand il se relève, il a qu'une idée en tête, c'est chouiner envers l'arbitre. Sauf qu'il le fait avec Bastoni, avec tous les défenseurs de l'Italie, et Kimmich et Moussiala en profitent pour jouer un corner rapide et à marquer dans le but vide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'enjeu sur un corner. Il y a 7 cas de figure où il n'y a pas d'enjeu. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Donc désolé pour l'Italie qui passe. Il n'y a pas d'enjeu sur les touches non plus. Oui, sur les remises en touche, t'as pas d'enjeu. Remise en touche, quand le joueur adverse donne le ballon sur un corner, sur un 6 mètres. Tu vois, c'est un truc qui est très. Moi, ça m'a toujours posé problème, ces joueurs qui discutent systématiquement avec l'arbitre. T'as des entraîneurs qui hurlent très fort et qui leur disent maintenant vous arrêtez. J'ai vu que Luis Enrique le faisait l'autre jour parce qu'il a repris Hakimi, parce qu'Hakimi c'est le spécialiste aussi, à faire 80 mètres pour aller parler avec l'arbitre. Pendant ce temps-là, il fait 80 mètres, il faut qu'il refasse les 80 mètres après, de retour. Et l'autre jour, j'ai vu Luis Enrique se lever et l'arrêter en chemin. Il s'est mis carrément sur le terrain, il l'a arrêté, il lui a dit hop, tu retournes là-bas. C'était à Liverpool, si ma mémoire est bonne. Mais il a respecté. Les mecs, quand tu commences à discuter avec l'arbitre, tu sors du match. Exactement. Tu sors du match. Voilà, c'est ce qu'on a reproché à Verratti très souvent également. Allez, j'en profite, je vois qu'on est pris par le temps, mais il s'est passé encore une fois beaucoup de choses. Je rebondis vite fait sur la Belgique, parce que c'est le baptême du feu de Rudy Garcia, l'ancien coach de Lyon, Marseille et de Naples. On n'oublie pas son passage là-bas. Ça a été un début cauchemardesque, car lui aussi en Ukraine, enfin face à l'Ukraine, c'était à Murcie en Espagne, mais face à l'Ukraine au match aller, défaite 3-1, alors qu'ils avaient ouvert le score, et puis au retour, pareil, ils étaient éliminés 0-0 à la 70e, ils s'en sont remis un but de De Kuiper, et ensuite c'est Lukaku qui prend peut-être plus de plaisir en sélection qu'à Naples. Il joue Lukaku, il joue un petit club, il joue à Naples. Mais regarde pas comme ça parce que Lukaku il a mis un but d'anthologie. Il a été très bon. Je savais même pas qu'à Naples il y avait un club. Il y a Lukaku. Moi je savais qu'il y avait le Macumba, mais un club de foot, j'avais pas. Un doublé pour la remontée folle de l'équipe de Rudy Garcia qui se maintient donc en groupe A de Ligue des Nations. Un petit clin d'œil avant d'enchaîner très rapidement. Je voulais saluer quand même le courage des Ukrainiens. On sait qu'ils sont dans un contexte compliqué qu'on connaît. C'est pourtant très difficile. Je sais pas comment ils font pour l'équipe nationale. Ils sont en Espagne, ils passent leur temps en Espagne. La plupart des joueurs jouent en Europe, quelques joueurs jouent en Europe, mais la plupart jouent quand même dans le championnat au pays. Et ils sont, comme l'a dit Gilles, baladés un coup en Allemagne, un coup en Espagne. C'est jamais facile. Quand le Shakhtar joue en Coupe d'Europe, mine de rien, c'est jamais facile de les bouger. Donc j'ai un petit clin d'œil à eux, force à eux, parce que c'est pas des moments faciles pour eux. Et pourtant ils sont. C'est important ce que tu dis, quand ils se regroupent, c'est en Espagne. Ouais, la plupart du temps. Beaucoup en Espagne. Il jouait à Murcie contre la Belgique. J'enchaîne très rapidement au-delà de l'Europe. Alors j'aurais pu parler de l'Angleterre et des débuts de Tuchel qui sont bien passés aussi, mais c'est hors d'Europe, car je suis obligé de terminer avec le match où tous les yeux étaient rivés. C'était cette nuit. Il y avait Argentine-Brésil dans un stade qui a fini un peu en pugilat. Exactement. En même temps, la faute à qui? Dans un stade monumental, le stade de River Plate en fusion, et le match était un peu chaud, surtout avant le match où Rafinha, le joueur du Barça, avait déclaré qu'ils allaient tabasser les Argentins sur et en dehors du terrain. Il aurait mieux fait de se taire. Victoire 4-1 des Argentins sans Messi et sans Lautaro Martinez. C'est pour dire le vivier de l'Argentine. Ils ont quand même eu 4 buteurs différents. C'était une balade. On n'a pas reconnu le Brésil. Le Brésil qui ne les a plus battus depuis 2019. Ça fait quand même 6 matchs qui ne battent plus l'Argentine. Ils ne gagnent plus en Argentine depuis les qualifs 2010. Honnêtement, ça fait un moment qu'ils sont sur la pente descendante, les Brésiliens. Exactement. Ça fait un moment qu'ils sont dans le creux de la vague. Exactement, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler, on les met tout le temps dans les favoris.
favoris, mais en ce moment, les générations se suivent. Il vaut mieux les jouer eux que les Argentins. Ah oui, surtout en ce moment, l'Argentine qui est qualifiée déjà et qui est la meilleure équipe d'Amérique du Sud selon moi. Les générations brésiliennes se suivent et ne sont de moins en moins bonnes, ne ressemblent pas. Denilson, l'ancienne légende et ancien joueur de Bordeaux d'ailleurs, a parlé de honte pour la fédération, pour le staff. Il n'a pas tout à fait tort. Et Dorival Junior, le sélectionneur, a déjà un petit peu chaud aux fesses. Il leur reste 4 matchs pour obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde. Ils avaient déjà battu très difficilement la Colombie quelques jours avant l'Argentine avec un penalty de Vinicius à la 99e minute. Mais t'inquiète pas, en général au Brésil ils sont toujours bien arrivés. Quand ils arrivent dans les phases finales comme ça où il faut qu'ils se qualifient, comme par hasard. Leur avantage, c'est qu'en Amérique du Sud, c'est quand même les 6 premiers. Crois-moi que comme par hasard chez eux, ils ont toujours le petit coup de pouce du destin. Ouais, mais à voir, ça, je suis d'accord, mais bon, à voir, parce que c'était quand même la première fois que le Brésil encaissait 4 buts lors d'une campagne. Bon, il y a beaucoup de premières fois ce week-end en tous les cas, et on a vu malheureusement Marquinhos s'associer à Murillo en défense centrale, c'était un fiasco, des choix tactiques assez étranges. Et Dorival Junior a un petit peu chaud aux fesses, mais comme a dit Gilles, leur avantage, c'est qu'en Amérique du Sud, il faut être dans les 6 premiers de la poule pour se qualifier. Ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge. Je voulais finir par ça. Il y avait un gros match et bravo à l'Argentine qui est vraiment redoutable en ce moment. Ouais, j'ai vu les images, mais la fin était déplorable. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Ça c'est un peu chauffé. C'est gestuel de fausse bagarre, là, de trucs à 2 balles. On a un auditeur, Stéphane, en ligne. On va marquer la dernière page de pub pour vraiment fixer un salaire pour Gilles. Et on revient tout de suite avec Stéphane. Il en manque là. Reste avec nous, Stéphane. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour sur les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio, Gilles Favard, Éric Blondel, Pierre Grégoire, Maxime Sénat à la réalisation et on a un auditeur. Stéphane, tu es avec nous? Ouais, je suis là, ravi d'être à votre antenne, les voix du foot. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane, alors, je crois que tu veux nous parler de Saint-Étienne. Oui, à travers peut-être 2 angles. D'abord, parce que le vert est la couleur de l'espérance, donc on a une fin de saison à la fois très inquiétante, mais aussi très excitante à mener. Pleine d'espoir. Ouais, je pense que l'inquiétude l'emporte sur l'espoir, malheureusement. Mais là, on a un championnat, on va faire un championnat à 3, et puis sur les 3, il y en a un qui fera les barrages, un qui descendra, et puis un qui sauvera sa tête. Peut-être 105, sinon c'est Angers qui sont pas trop loin. En quelques contre-performances, mais ce qui est important de noter, c'est que les supporters seront là, ils ne lâchent pas à chaque match. Le cap des 30 000 est franchi. Samedi, pour l'avenue du PSG, il y aura la plus grosse affluence de la saison. Et puisque je parle des supporters, je voudrais faire aussi un petit aparté lié à l'actualité, et notamment l'actualité des Verts, puisque le ministre de l'Intérieur veut lancer une procédure de dissolution des 2 groupes ultras. Des COP, ouais. Et je pense que, des 2 COP, les Magic d'un côté et les Green Angels de l'autre, je pense que les conséquences seraient désastreuses. Déjà, moi, je suis un ancien prof, je suis pas un partisan des sanctions collectives aveugles, mais plutôt des sanctions individuelles. Et je pense qu'on a les moyens dans les stades, avec les moyens de surveillance qu'il y a maintenant, de pouvoir sanctionner de manière individuelle et non pas de manière collective, parce que bien sûr, je l'affirme, il faut absolument condamner fermement toute forme de violence et de discrimination qui n'est pas du tout leur place. T'as peur de la faire, pour résumer, t'as peur de la fermeture des 2 COP. Tu sais qu'on a Éric Blondel sur le plateau qui a travaillé longtemps à Saint-Étienne. Si tu veux. Du temps de Bernard Cayazo et du temps de Roland Romeillet, ouais. Ah oui, t'es un vrai supporter. Il y a combien de temps que t'es supporter des Verts? Tu sais, moi je suis de 68 et j'ai connu l'épopée en étant tout petit, mais j'avais le droit de veiller pour les matchs des Verts et donc t'as du sang vert à travers les années et j'ai commencé à aller au stade, j'avais 16 ans en 84 et depuis régulièrement je fais le maximum pour y aller. Il y a Gilles qui veut te poser une question. Non, je voulais savoir s'il avait vu jouer Mekloufi, mais il m'a répondu. Ouais. Non, Mekloufi malheureusement non. Voilà. Malheureusement nous a quitté cette année d'ailleurs. Il a une question là, Est-ce que tu as une question, Stéphane? Alors moi la question, elle ne serait pas forcément liée à la LSS, mais ça serait peut-être une question sur l'avenir de notre foot hexagonal. Alors c'est une question, je vous la pose de manière collective, parce que on a des droits télé qui sont en chute, on a des audiences plus ou moins inquiétantes. On a vu que le rugby avec le 15 de France avait dépassé les audiences des Bleus de Didier Deschamps. Et en parallèle, on en a une nouvelle formule de la Ligue des Champions qui est très rémunératrice, qui creuse les écarts financiers. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train d'associer
patrociner notre championnat alors qu'on a déjà une Coupe de France délaissée et sous perfusion. Alors Pierre va te répondre. Une Coupe de France qui est, oui, c'est vrai, qui est orpheline presque de la Coupe de la Ligue, si je puis dire. Mais je fais juste le lien avec ce que tu as dit. Déjà, Saint-Etienne, sans ses supporters, malheureusement, c'est plus un club de foot, hein, selon moi. Je pense que s'il y a bien un club où tu enlèves les supporters, ça tombe en désuétude, c'est Saint-Etienne. Après, c'est vrai que ce que tu dis, on en avait parlé un peu dans les vraies voix aussi, ça dépeint un peu un climat un peu complexe, un peu sombre du football français, avec les autorités qui s'en mêlent et qui veulent commencer à dissoudre des groupes de supporters. Bon, après, quand on voit ce qui s'est passé, alors de Montpellier, Saint-Etienne par exemple, on peut comprendre que des sanctions sévères doivent être prises. Après, voilà, moi j'ai pas envie d'être aussi pessimiste pour l'avenir du foot français parce que je l'aime, mon football français. Ouais. C'est vrai que l'écart que le PSG a creusé, même si on est ravi d'avoir un PSG à ce niveau-là, en espérant que ça fausse pas non plus tout, qu'il y ait quand même encore des équipes compétitives. Je sais pas ce que t'en penses, Eric. Non, mais le problème des supporters, c'est un peu compliqué. Si à Saint-Etienne, t'as pas les Greens d'un côté et puis les autres, c'est vrai qu'il a raison. Notre auditeur, il a raison, Stéphanois, c'est que c'est plus du tout le même stade. Ouais. Ah bah oui. Parce que le Chaudron, c'est quelque chose. Parce que t'as quoi ? T'as Lens, t'as Saint-Etienne, t'as Paris, t'as Marseille. Où là, franchement, quand tu rentres au stade et que tu vas regarder un match de football, ça bouge, c'est du football. Ouais. Avec une belle ambiance, ça ras des lignes. Ouais. Voilà, c'est pas. Le fait est que pour moi, ça sera une catastrophe. Ouais, il a parlé de Montpellier. On a un auditeur de Montpellier qu'on va prendre tout de suite après Stéphane. Stéphane, on te remercie de nous avoir appelés. On te remercie à l'occasion. Viens nous dire bonjour. On te rencontrera, on te recevra avec un grand plaisir. Appelle vendredi à 20h à partir du mois de septembre. T'as entendu le début de l'émission? Gilles a annoncé Saint-Etienne et Montpellier en Ligue 2. Allez, ça n'y a pas plu. Allez, je mettrai quand même une petite pièce sur le maintien dans la douleur. Voilà. Ouais, j'ouvre un guichet si tu veux. Voilà. T'as dit quoi? J'ouvre un guichet s'il veut. Mais une pièce, on rend pas la monnaie. Hein. Allez, merci Stéphane, merci d'avoir été avec nous, merci de ton témoignage. C'est vrai que c'est en attendant d'avoir Joss, je crois qu'on va avoir Joss au téléphone. C'est Joss Randall. Joss Randall, oui. Steve McQueen. Voilà, grand supporter de Montpellier. C'est vrai que c'est tristounet quand même. Je voulais à tout prix, j'ai enchaîné rapidement, j'ai pas pris le temps d'expliquer. Je voulais à tout prix faire un clin d'œil. On a parlé de l'équipe de France, du haut de tableau, on parle toujours de Marseille, Paris. Si on pouvait avoir des auditeurs du Sud, du bas de tableau. Non, mais t'as raison. Voilà, c'est un moment, la main ils sont dans la douleur, c'est hyper dur. Ce sont les COP qui font aussi les histoires des clubs. Gilles a été à Bordeaux et à Nantes, à la Brigade Loire. Parfois, elle peut être un peu très chaud là-bas. Mais j'ai cette image quand Nantes marque, toute la tribune qui descend pour se rapprocher du terrain. Et moi, je tiens à ce genre de choses. C'est le patrimoine. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est Saint-Etienne aussi d'ailleurs. Les supporters. C'est tellement. Puis il y a Montpellier, puisque Montpellier, il y a eu des problèmes il n'y a pas très longtemps. Ils ont eu des problèmes de supporters. Il y a des limites. Il y a des limites à pas dépasser. Et c'est là où il les dépasse, les supporters. Et c'est là où c'est chiant, quoi. Ça devient chiant, quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'on n'arrive plus à avoir Joss au téléphone, mais il nous aurait parlé de Montpellier, puisque suite au. Ça a donné quoi? Ils sont passés en commission? Ça a donné quoi? Non, ça va passer là. Non, c'est jamais un truc où tu passes tout de suite. Ça. Ouais. Mais. Non, mais c'est bon. Le problème, naturellement, que les supporters, c'est très important. À Saint-Etienne, c'est extraordinaire quand tout le monde est là. Partout, c'est extraordinaire quand tout le monde est là. Mais bon, les excès sont les excès. C'est pas faute de les avertir. Il y en a certains qui viennent au stade pour, je sais pas pourquoi faire, très très franchement, je sais pas pourquoi faire, je me pose des questions. Et en province, ils ont que ça. Ils ont que ça, ils ont que ça dans le Nord, c'est vraiment un truc. C'est vrai que c'est quand même une ville. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, c'est des vrais passionnés. Pour répondre à ce qu'est le football, à l'heure actuelle, on est peut-être un peu dans le creux de la vague. Il y a beaucoup de matchs, il y a énormément de matchs, donc ça fatigue un petit peu. Beaucoup de matchs, ça fatigue. Mais si demain, la Coupe du Monde l'année prochaine, on va très loin en Coupe du Monde et tout, vous verrez que les audiences, ça va remonter. C'est toujours le même problème, ça. Ouais. C'est un problème de résultat. On est dans des années où il n'y a pas de grosse compétition et il y a toujours moins de captivité des téléspectateurs pour ce genre de choses. Pour toi, on va sortir la tête de l'eau. On est toujours dès qu'on a des résultats, on sort de la tête de l'eau. En ce moment, c'est des matchs qui intéressent personne. On ne sait même pas ce que c'est que cette ligue des machins, des trucs. Et encore, j'allais dire 6,3 milliards. Ce sont que des chiffres. Des qualifications pour la Coupe du Monde au niveau des tableaux.
Demain, on met le Paris Saint-Germain, Aston Villa, quart de finale de Ligue des Champions sur la une. Il y a 10 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est assez simple. Voilà, c'est sur une chaîne cryptée. Donc avant, c'est on avait moins. des matchs amicaux. Mais et voilà, puis maintenant, mais c'est toujours. Maintenant, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Donc les mecs. Ils n'ont pas rajouté quelque chose aussi en fin de saison. Il n'y a pas le championnat des clubs. Il y a le championnat du monde des clubs. Donc les mecs qui sont sur les jambes, il n'y a plus d'air dans les pneus. Arrive un moment. Ils se blessent et tout, c'est n'importe quoi. Arrive un moment, déjà, il y a la surmultiplication des matchs. Il y a aussi à la maison, quelquefois, il faut lâcher la zapette, il faut quand même la laisser un petit peu, parce que tous les soirs, il y a un match de foot, autrement. Donc ça crée un peu des petits soucis. Donc, les mecs qui sont en championnat, en sélection, on va rajouter la... Comment dirais-je, la Ligue des Nations, on rajoute la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est... Je voulais te demander tout à l'heure, j'ai oublié de te poser la question, mais quand les joueurs de retour de sélection, t'as eu des joueurs de retour de sélection? J'ai eu que ça. Comment ça se passe, les joueurs? En général, ils sont pas bien. Eric, comment ils sont? Un joueur en retour de sélection, ça dépend en fin de compte. Ça dépend d'où ils viennent. Si t'as des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique centrale, qui reviennent dans ton club, tu les gères pas pareil qu'un joueur qui est parti en Belgique, en Suisse ou en Hollande, c'est pas les mêmes voyages. Après, tu regardes par rapport à le temps de jeu qu'il a eu, tu regardes s'il a pas été blessé, tu regardes plein de trucs, en quelque sorte, c'est un peu à la carte. Et quand tu récupères ton groupe, tu fais tes sélections, tu vois avec le médical ce qui va et ce qui va pas, tu vois ce que l'entraîneur a besoin pour le week-end d'après. Parce que t'as des clubs, enfin quasiment tous les grands clubs, les postes sont doublés ou triplés. Et là, tu regardes un peu comment ça se passe. Bon, si t'as une blessure ou deux, t'habilles la mariée, tu fais attention, voilà. Vous êtes déjà frité avec des staffs de sélection nationale au sujet d'un joueur? Il y a eu, pas nous. C'est-à-dire que non. Ça se passe d'entraîneur en entraîneur. Oui, exactement. Ça se passe du sélectionneur à l'entraîneur des clubs. Le préparateur physique, le médical, il rentre pas là-dedans. Le patron du club, du sportif, c'est l'entraîneur et le directeur sportif. Voilà. Mais c'est pas dans le contrat, c'est une question que je me suis posée. C'est pas dans le contrat, c'est qu'il doit être libre pour la sélection. Non, mais d'abord, parle bien dans le micro, monsieur Favard, s'il vous plaît. C'est pas une question de contrat, tu dépends de la fédération. Si tu es sélectionné, tu dois répondre présent. Voilà, c'est la obligatoire. Sélection a toute priorité sur tout. D'accord, c'était ça ma question. C'est toujours qui décide. C'est pas le club, c'est la fédération. Il y a eu des cas, t'as eu Serge Chiesa qui a refusé à 26 ans, qui a été suspendu 9 mois à l'époque, dans les années 75-67, qui était un merveilleux joueur, qui voulait plus aller en sélection, le mec. Le mec, il voulait plus aller en sélection, je crois qu'ils l'ont suspendu à l'époque 9 mois, ou un truc dans ce goût-là, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il y avait eu un truc comme ça. Et des types qui... Quand t'as 32, 33 ans, que t'en as marre, que tu veux plus aller en sélection, bon, ça se comprend. C'est les mecs, ils en ont marre de partir. Ils partent constamment, ils sont jamais chez eux. Alors ça paraît tout con, les mecs ils disent ils ont payé. Machin, mais pire aujourd'hui qu'avant. Pire, parce que tu parles de Chiesa, mais pire aujourd'hui qu'avant. C'est pour ça que la question, les footballeurs gagnent-ils trop d'argent? Vous avez dit oui à 85%, mais quand on tient compte de tout ça, ils n'ont pas de vie. Les gars, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'adolescence quand ils sont pris jeunes. Mais attention, les salaires, c'est les clubs qui les donnent. Ouais. Aussi. Système de primes qui avec la Fédé, ça n'a rien à voir. Ils sont payés par les clubs. Ils sont payés par les clubs. C'est pour ça que quelquefois, quand l'entraîneur s'entend avec le sélectionneur, il lui dit c'est un match amical, c'est pour ça qu'il tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup, ça tourne, et que les mecs, tu les vois un peu avec le frein à main. C'est pour ça qu'il faut jamais faire attention aux matchs amicaux. T'as déjà les joueurs qui jouent avec le frein à main, ils changent tout, ils veulent pas se blesser, ils veulent pas ceci, c'est comme les matchs de pré-coupe du monde là, quand d'un seul coup ils font les 2-3 matchs. C'est n'importe quoi. Naturellement, c'est n'importe quoi. C'est des matchs pour les entraîneurs, ça. C'est des matchs pour les entraîneurs. Des matchs à risque. Djibril Cissé s'était blessé. C'est des matchs à test pour les entraîneurs. Alors, il nous reste très peu de temps. Je crois que tu voulais passer un petit coucou. Oui, un petit bonjour à mon ami Michael Meunier, qui comprend rien au football, mais alors franchement, qu'est-ce qu'il est adorable. Voilà, Mika s'est fait un petit bonjour, frérot. Et puis nous, vous le connaissez, mon pote Gilou, on voulait lui renvoyer beaucoup de force. Voilà, on l'embrasse problème très de santé, fort. Gilou. Voilà, il y a des gros soucis de santé, mais il va s'en sortir. C'est un bon gars et on prie pour lui. Oui. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. On a eu un Gilles Favard calme, il s'est pas énervé une seule fois. Le repas, c'est bon, moi, Gilles. En plus de ton salaire, je t'invite à manger. Voilà, et puis vous aussi. Allez, tout le monde à terre. Je savais que j'avais double prime si je criais pas. Voilà. Bonne soirée, les amis. Demain, vous retrouvez Lionel Rousseau dans butfootballclub.fr avec Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Michel Boulin. Mardi, Philippe David avec Guy Carlier, et qu'on a retrouvé notre Guy, et Emmanuel Galasso. Et nous, on se revoit mercredi prochain, 20h, 21h.
21h. À bientôt les amis. Ciao.